Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié à la cybersécurité. En effet, depuis maintenant plus d'un an, le conflit russo-ukrainien a littéralement rebattu les cartes en matière de cyberattaque et de cyberdéfense. Alors concrètement, comment ont évolué les stratégies cyber ? Comment les agences de renseignement font face à ce nouveau type de combat, et au-delà des frontières russo-ukrainiennes, jusqu'où le conflit s'étend désormais. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial cybersécurité, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial cybersécurité. Alors avec le conflit russo-ukrainien qui sévit maintenant depuis plus d'un an, les stratégies de cyberattaque et de cyberdéfense ont grandement évolué, invitant les agences de renseignement à accélérer leur mutation. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gérard. Philippe, bonjour. Vous êtes expert en stratégie de cybersécurité et officier de réserve citoyenne au sein de la gendarmerie. Philippe, eu égard à votre connaissance justement en matière de sécurité, où en est-on de ce conflit russo-ukrainien ? Ce conflit dure. Il s'inscrit dans la durée, avec de nombreux éléments nouveaux, à savoir les faits cyber qui ont explosé depuis 15 mois maintenant, avec des acteurs nouveaux, à savoir soit des pays qu'on a redécouverts, mais néanmoins nouveaux, sur le théâtre des opérations cyber, des groupes activistes qui se sont fait connaître, et en tout cas renforcés durant ce conflit. Concrètement, alors les impacts aujourd'hui humains et techniques, quels sont-ils de manière très tangible ? Alors, d'un point de vue technique, ce qui était en tout cas travaillé par la part des groupes activistes, ils ont mis à profit toutes les ressources dont ils ont disposition aujourd'hui. Ils ont renforcé ces ressources énormément. Avec des moyens humains, on parle, alors techniques humains sont extrêmement liés. Donc les moyens humains, c'est justement de recruter et d'augmenter ces ressources au sein des groupes activistes, de façon à avoir l'impact le plus fort sur soit les entreprises, soit les États, et de facto sur les populations que nous sommes, vous et moi, sur l'usage quotidien du numérique que nous avons. Donc voilà, c'est un mix. Il faut pas oublier que la technique et l'humain sont extrêmement liés. Et ce conflit a mis en exergue des compétences et des moyens considérables de la part des groupes activistes. Concrètement, vous pouvez nous en partager ? Alors, il y a une image très intéressante, c'est durant ce conflit, le rapport de groupes activistes entre les pro-russes et les pro-ukrainiens, si on veut un peu faire facile. Ces groupes-là, le nombre de groupes de part et d'autre a explosé. On a à peu près le rapport de 60 côté pro-russe et 45 à peu près côté ukrainien, avec une imagination folle en termes de technicité et de recrutement. Ils recrutent comme les entreprises le font aujourd'hui. Ils sont bien structurés, semble-t-il. Ils sont extrêmement bien structurés, avec des moyens financiers, puisque les activités criminelles sont profitables aujourd'hui, extrêmement profitables. Donc ça facilite l'achat de matériel, ça facilite le recrutement également, et donc ça n'arrange personne forcément quand on est cyber attaqué par ces groupes. Et donc on peut être soit dans la demande d'une rançon, soit dans une pression politique, semble-t-il. Il y a vraiment ces deux axes. Tout à fait, l'éventail est extrêmement large. Donc je rappelle que ce qu'on appelle le phishing aujourd'hui, c'est cet email qui est piégé, qui est envoyé en masse à l'ensemble de la population, a pour objectif de piéger au moins une personne, qui suffira aux activistes de récupérer des informations personnelles et de récupérer, vous l'avez dit à l'instant, au moyen d'une rançon, le paiement d'une rançon, des moyens considérables. Et à cette échelle-là, il faut pas oublier que la portée est essentiel pour les groupes activistes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un conflit militaire, évidemment, symétrique. D'ailleurs, on retrouve un format de guerre nous pensions avoir vu disparaître.
l'arme cyber aujourd'hui, au même titre que l'arme conventionnelle, un élément clé dans la réussite ou la défaite d'un conflit. Alors, vous voulez dire par exemple tous les messages que l'on peut recevoir ou certains des messages que l'on reçoit sur son téléphone mobile aujourd'hui et pour laquelle d'ailleurs le gouvernement va mettre en action un véritable plan, sont une conséquence de ces attaques cyber qui viennent du conflit russo-ukrainien ? Plutôt qu'une conséquence, c'est une explosion en tout cas. L'année dernière, c'est je crois plus 400% d'augmentation de ce type d'attaque. Et en effet, les mails que nous recevons, soit sur nos boîtes mail ou nos téléphones, ou les SMS encore, peuvent être des pièges dont l'objectif est de financer ou de récupérer de l'argent, en tout cas, et à tout le moins des données personnelles. Comme vous et moi, mais au niveau des entreprises, l'impact peut être beaucoup plus fort, puisque en entreprise, ce même type de mail reçu, piégé, peut avoir des conséquences catastrophiques pour une entreprise. Tout à fait. Et on le rappelle, ne jamais cliquer sur un SMS ou un mail dont on ne connaît pas la source. Alors j'ai envie de vous demander, Philippe, dans ce contexte, ce que l'on appelle le renseignement, c'est-à-dire l'ensemble des grandes agences qui veillent à notre sécurité sur le territoire, se sont réinventées ces dernières années, puisque, comme vous le dites, il y a une augmentation significative du nombre de cyberattaques. Concrètement, vous pourriez nous expliquer quelles sont ces agences et quel est leur rôle dans ce contexte de cybercriminalité ? Tout à fait. L'Académie du renseignement regroupe, en premier lieu, je vais pas trop faire, je vais surtout me concentrer sur les 6 premières agences qui constituent le premier cercle. Qui sont la DGSE. Pour l'expliquer, c'est la sécurité extérieure qui s'occupe vraiment du théâtre extérieur et de la protection des biens de la nation à l'extérieur du pays, mais pas que. La DGSI, la sécurité intérieure, qui elle traite des sujets internes, mais également de sujets cyber, comme le fait la DGSE. La DRM, c'est la direction du renseignement militaire, qui elle collecte le renseignement au profit d'une autre agence, la DGSE en particulier, pour opérer ses propres activités à l'extérieur. Ensuite, nous avons la DRSD, c'est la direction du renseignement, sécurité et de la défense, qui elle lutte contre c'est de la contre-ingérence en fait. Elle s'assure que le pays n'est pas soit les personnes, soit les entreprises ne sont pas sujettes d'attaques ou d'infiltration. Quand il s'agit par exemple de réaliser des prestations au profit de l'État via des entreprises ou des industriels, s'assurer que les choses se font dans un contexte sécurité très fort. Et concrètement, justement, cette réinvention, si on peut le dire... On parle des habilitations, par exemple, des personnes qui sont amenées à travailler pour l'État ou les ministères. On s'assure que les profils des personnes et des entreprises rentrent dans le circuit sécurité. Ce ne sont pas des espions, quoi. Exactement. Voilà, on s'assure des antécédents. En tout cas. Et entre autres, elle se rapproche quelque part, c'est ce que vous évoquiez, se rapproche des populations. Il y a d'autres agences, mais celles que je viens d'évoquer ont une démarche depuis ces dernières années. D'abord, très concrètement, elles ont refondé ou créé un site internet qui leur est propre aujourd'hui. Elles sont davantage communicantes, sans se dévoiler, sur les salons, auprès des étudiants, au travers de conférences qui sont réalisées. Pour assurer, pour gérer de l'employabilité peut-être. Absolument, aussi, oui, puisqu'elles sont en recherche de ressources, évidemment, très fortement auprès des étudiants. Et puis, voilà. L'idée ici, c'est un sens, c'est une globalité, en fait. La démarche de ces agences ou de ces directions, c'est quoi? C'est de trouver les bonnes ressources. Ils ont besoin de recruter énormément. Philippe, éclairez-nous. Donc, il y a ce qui s'appelle la loi de programmation, qui est la loi justement qui va piloter la planification de notre défense. Donc, la prochaine est sur 2024-2030. Elle va intégrer dans son cadre, selon vous, justement ce changement et cette évolution? Tout à fait. La LPM, donc que dit-elle? Elle dit, voilà, les financements qu'on va attribuer au marché de la défense, auprès des industriels et de ces entités également. L'idée, c'est de développer le budget de cette LPM 2024-2030. La loi de programmation, donc LPM, oui. Voilà, c'est ça, c'est 413 milliards d'euros. C'est assez historique. Et là, plusieurs thématiques vont être abordées, bien sûr. Beaucoup vont en bénéficier, dont le cyber. Puisque le ministère des Armées dispose d'un commandement cyber,
dans le bassin rennais notamment. Ouais, le ComCyber depuis plusieurs années. ouais. Voilà, le ComCyber. Alors c'est le ComCyber du ministère des Armées. Ouais. Et donc là, il y a une véritable volonté, en dehors de tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles, etc., recherche, développement. Le cyber va recevoir une dotation de 4 milliards, je crois, et qui va permettre de faire le lien entre les besoins de recrutement des agences, d'équiper les armées, mais aussi d'aller vers les entreprises et les particuliers. Merci beaucoup Philippe Gérard pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et officier de réserve citoyenne à la gendarmerie. Je vous remercie, Restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir les dernières tactiques et stratégies d'attaque en matière de cyber. Avec nous également une start-up qui permet d'invisibiliser vos systèmes informatiques pour qu'ils ne soient plus sous les radars des cyberattaquants. Le numérique pour tous, spécial cyberdéfense, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tout spécial cybersécurité, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Salmon, directeur de la cybersécurité et des systèmes critiques au sein du groupe Thales. Lionel, bonjour. Je rappelle avant de commencer que Thales assure la cybersécurité de la majorité des opérateurs d'importance vitale en France et dans le monde. C'est bien ça? Parfait. Donc, Thales vient de sortir un rapport passionnant sur une année de conflit cyber en Ukraine. Lionel, pour commencer, j'ai envie de vous demander dans quelle mesure le cyber fait dorénavant partie de l'arsenal indispensable aux nouvelles techniques de guerre. D'accord. Donc, effectivement, le cyberespace, c'est vraiment un nouveau champ de conflictualité. Traditionnellement, on parlait souvent, quand on parle des conflits, du milieu terrestre, air, mer. Et maintenant, on parle de deux nouveaux milieux. Il y a l'espace, mais il y a aussi la cybersécurité qui devient un champ à part entière, avec les armées des différents États qui structurent là-dessus, comme ça a été cité précédemment, les commandements de cybersécurité, le ComCyber par exemple en France, mais la plupart des armées maintenant ont un commandement unifié de la cybersécurité. Et avec en fait trois grands domaines de cybersécurité quand on parle des conflits, à la fois la cybersécurité plutôt défensive, donc c'est vraiment se protéger face à des attaques, y compris au niveau étatique, la cybersécurité offensive sur laquelle on reviendra, et tout ce qui est cybersécurité d'influence en fait, pour en fait à la fois contrer les fausses nouvelles qui peuvent venir des différents protagonistes, mais aussi soi-même en fait propager un peu quelle peut être la vision du conflit. Et ce qui est intéressant aussi en termes de cybersécurité offensive, c'est que dans les nouveaux conflits comme en Ukraine, c'est à la fois de la cybersécurité qui va viser directement les infrastructures de l'autre État, donc les infrastructures gouvernementales, voire militaires de l'autre État, comme entre la Russie et l'Ukraine, ça peut avoir lieu, mais aussi cibler plus largement ce qu'on va appeler les opérateurs d'importance vitale, donc typiquement des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs de communication, comme l'attaque de Viasat dans le cas de l'Ukraine, ou les hôpitaux, et même plus largement attaquer en fait des champs plus larges d'un point de vue cyber. Le but, c'est vraiment en fait d'influencer sur les populations, de créer un sentiment de peur, d'incertitude, et finalement on peut parler d'une sorte de guérilla cybersécurité dans les conflits modernes. Alors on a le sentiment qu'on est passé d'une cyberdestruction à du cyberharcèlement tous azimuts. C'est quoi vos observations sur le sujet ? Donc effectivement, si on s'intéresse à l'année 2022 avec le conflit en Ukraine, il y a eu à la fois un élargissement des pays cibles en termes de cyberattaque et aussi des modes de cyberattaque. Donc au début du conflit, quand on regarde les principales cyberattaques, elles étaient très concentrées sur l'Ukraine. C'était des attaques assez ciblées. Et petit à petit, à partir de mi-2022 et troisième trimestre, avec la hausse du nombre d'attaques, c'est aussi des attaques qui sont propagées vers les pays limitrophes, c'est-à-dire des pays souvent qui étaient des soutiens de l'Ukraine, donc des pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, les pays baltes, ou les pays nordiques aussi qui étaient candidats à l'OTAN. Et donc, par exemple, ces pays limitrophes de l'Union européenne, de l'Ukraine, ont vu leur part dans les cyberattaques augmenter drastiquement de 10% à 45% au fil du conflit. Donc, ça s'est élargi en termes de cibles. Et il y a aussi eu une modification des types d'attaques. C'est-à-dire qu'au début du conflit, c'était des attaques plutôt ciblées qui demandaient beaucoup de temps de préparation pour vraiment pénétrer les systèmes dans la durée, faire de l'espionnage, effacer les données ou les voler. Et avec l'explosion du nombre d'attaques au cours de l'année 2022, on est passé à des attaques aussi plus massives, mais on va dire plus faciles d'accès, typiquement les attaques de déni de service, dont le but c'est juste de provoquer des interruptions temporaires de service sur un grand nombre de cibles. Donc c'est des attaques qui demandent parfois moins de technicité, moins de préparation, mais qui permettent d'étendre le champ des conflits, donc à la fois à d'autres pays, mais aussi à de plus grands sites. Donc vraiment, on passe d'un mode d'attaque assez ciblé à un mode d'attaque beaucoup plus vaste, dans une sorte à nouveau de guérilla, de guerre psychologique vers
l'Ukraine, mais aussi les pays qui soutiennent l'Ukraine, notamment en Europe. Et tous ces gens sont regroupés dans un bâtiment ou alors tout ça est diffus au niveau européen, si on peut appeler ça européen, et chacun prend part au conflit tel qu'il le veut? Du côté des attaquants, en tout cas, les attaquants, il y a une grande pluralité finalement d'attaquants dans les cyberattaques. On peut voir à la fois des attaquants qui vont plutôt agir à but lucratif, d'autres à but plutôt politique ou géopolitique, et dans ceux donc lucratifs, c'est plutôt typiquement ceux qui vont faire les rançons logiciels, qui vont tout ça des acteurs privés. Dans les attaquants politiques, ça peut être soit ceux directement liés à des États, donc ils peuvent vraiment être regroupés par rapport à votre question dans des structures, mais aussi des activistes plus diffus qui vont venir en soutien à un État, donc typiquement des activistes pro-russes, mais il y a aussi un certain nombre d'activistes d'ailleurs pro-ukrainiens. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est que les frontières sont de plus en plus poreuses entre ces différents types en fait de cyberattaquants, à la fois côté attaquants politiques entre des structures étatiques de cybersécurité et des activistes sympathisants. On l'a vu en Russie et côté ukrainien, donc avec des frontières assez poreuses, et aussi entre attaquant à but lucratif et attaquant à but plutôt politique, les uns pouvant passer assez facilement de l'un à l'autre. Donc finalement, on peut faire un peu un parallèle avec la guerre physique, où il y a l'apparition des mercenaires comme Wagner, à la fois à but lucratif, politique. Dans la cybersécurité, c'est aussi pareil. Il y a une frontière de plus en plus floue entre les cyber-attaquants officiels, ceux qui sont plutôt sympathisants, ceux qui le font à but politique, ceux qui le font à but plutôt financier. Alors dans ce contexte, c'est sur cet échiquier international, Thales propose des services et des produits et accompagne justement les grandes institutions et privées ou publiques. Concrètement, comment vous intervenez face à cette menace cyber? Donc effectivement, on essaie d'intervenir en fait sur l'ensemble du cycle. Donc déjà, ça commence par bien connaître la menace à tout instant. Donc c'est tout ce qu'on appelle le renseignement d'intérêt cyber ou la cyber threat intelligence parfois en anglais. Donc c'est vraiment connaître la menace. Et là, c'est important d'avoir des acteurs français et européens qui maîtrisent cette connaissance pour avoir des informations fiables qui puissent être partagées. Donc là, on a une 50aine d'experts dans les différents pays européens vraiment dédiés au suivi, à la connaissance de la menace cyber. Il y a aussi tout ce qui est des solutions de protection ensuite, donc tout ce qui peut être protection des données, protection des communications sécurisées avec des chiffreurs. Et typiquement là-dessus, on va protéger par exemple 19 des 20 plus grandes banques pour leur système d'information dans le monde. Et il y a aussi tout ce qui est les solutions de détection, de supervision avec ce qu'on appelle des SOC, des centres de supervision de la cybersécurité, des sondes pour détecter les attaques. Et là, ce qui est important, c'est d'intervenir à la fois sur les systèmes d'information, mais aussi sur les systèmes industriels ou les systèmes étatiques. En une poignée de secondes, Lionel, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Le numérique fait qu'il n'y a plus de frontières avec une globalisation. Et vous continuez à croire qu'on peut avoir une démarche souveraine et justement se protéger contre ces blocs et ces nouveaux blocs qui émergent? Alors effectivement, il n'y a plus de frontières en termes d'attaquants, de champs d'action. Par contre, ce qui nous paraît important, c'est qu'on garde des champions nationaux au niveau français ou européen avec une expertise dans la cybersécurité. C'est ce qui est fait en France avec un certain nombre d'initiatives. C'est aussi ce qui est fait au niveau européen avec ce qu'a annoncé le commissaire Thierry Breton. Et là-dessus, donc Thales, on est prêt à prendre pleinement notre part pour faire émerger un écosystème justement de champions français et européens de la cybersécurité. Merci beaucoup Lionel, c'était passionnant. Donc je rappelle que vous êtes directeur de la cybersécurité et des systèmes critiques au sein du groupe Thales. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Alexandre Chesy-Golsovitch, je l'ai bien dit, bonjour, qui est à la tête d'une start-up bien nommée qui s'appelle Chimère. Et vous avez la possibilité d'invisibiliser les services et vous allez nous expliquer tout ça puisque ça s'appuie sur le Darknet. Donc il y a pas mal de concepts, mais allez, on y va dans l'ordre. Chimère, qu'est-ce que c'est? Alors Chimère, c'est une start-up justement spin-off du groupe Thales qui propose une solution qui permet d'invisibiliser justement les systèmes d'information. Donc on réutilise les technologies que les hackers eux-mêmes utilisent, la technologie Darknet en l'occurrence, justement pour protéger les systèmes d'information des entreprises. Alors Darknet, pour nos auditeurs et pour moi aussi, ça va faire du bien. Concrètement, c'est quoi le Darknet? Alors le Darknet, c'est un réseau superposé à Internet, donc on va dire que c'est en parallèle Internet. C'est une technologie qui a un peu plus de 20 ans, qui est notamment connue au travers de Tor pour des activités assez, on va dire, qui peuvent être illégales ou en tout cas à la marge de temps en temps. Dans tous les cas, c'est une technologie, c'est pas un usage. Il faut vraiment différencier justement les usages qui peuvent être problématiques de la technologie qui, elle, peut apporter des qualités invisibilisantes justement. C'est un réseau qui permet d'anonymiser et de rendre invisibles les utilisateurs et les applications, les sites web. Donc dans ce cas, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on apporte ces bienfaits justement au monde de la cyberdéfense, à la cybersécurité et finalement se battre face aux hackers avec les mêmes armes. Alors très concrètement, parce que tout ça peut sembler un petit peu flou quand c'est pas le quotidien
quotidien de tout le monde. Imaginons, je suis une entreprise et j'utilise vos services. Concrètement, vous allez mettre des filtres sur les ordinateurs, les systèmes d'information qui font qu'on ne peut pas avoir accès à l'information critique? Surtout sur les systèmes d'information, justement. En fait, ce que l'on va faire, si on se place du point de vue d'un attaquant, lorsqu'il va finalement aller chercher à attaquer une entreprise, il va faire dans un premier temps une reconnaissance, une cartographie du système d'information. Il va chercher à voir qu'est-ce qui est exposé. Il y a une application métier par là, il y a un système industriel de ce côté-là qui est protégé, qui peut être pourtant vulnérable s'il y a des failles. Potentiellement une application avec un mot de passe que l'on peut récupérer par phishing justement et exploiter. Nous, ce que l'on va faire, c'est finalement rendre toute cette surface d'attaque, tout ce système d'information invisible en finalement le déportant sur le darknet Chimère. Donc l'entreprise va pouvoir rendre disponible ces services au travers du darknet, donc de façon totalement invisible, et permettre uniquement aux utilisateurs qui ont la clé finalement, qui savent, les utilisateurs qui savent où aller et où accéder à cette application, justement de leur permettre d'y accéder de façon totalement transparente. Par contre, les hackers, si jamais ils attaquent une entreprise qui utilise Chimère, ils se retrouveront face à finalement à plus rien. Et ils ne sauront plus où attaquer, ils ne pourront même plus essayer des attaques opportunistes, donc des attaques qui peuvent être automatisées justement sur des services qui peuvent être vulnérables. Donc ils se retrouvent face à une porte et la porte est close, c'est un peu ça? En fait, ils se retrouvent même plus devant la porte. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à mettre des verrous sur la porte, à blinder la porte. Nous, on fait disparaître la porte. Vous êtes très fort. Très bien. Alors, à qui ça s'adresse concrètement ce service? Alors, ça s'adresse finalement à toutes les entreprises, petites ou grandes, qui souhaitent justement protéger leur système d'information, qui gèrent un système d'information. Donc ça peut être de grands industriels du CAC 40 qui travaillent à l'international, mais aussi un cabinet d'expertise comptable à Marseille, par exemple. Finalement, ça s'adresse à tout ce type d'entreprise. Les hôpitaux, les collectivités, tous ces gens qui travaillent justement avec des collectivités territoriales, justement, sur la protection de systèmes industriels aussi. Donc ce système de distribution de réseaux d'eau potable. Donc ça veut dire que dès lors que l'on met Chimère dans son entreprise, on va justement bloquer. Alors je dis pas bloquer puisque la porte n'est plus fermée. Mais en tout cas, on va rendre l'attaque extrêmement complexe. D'accord. Ça nécessite. Alors je vais pas rentrer dans les détails justement techniques de comment on pourrait faire, mais en tout cas, voilà, ça rend l'attaque extrêmement complexe justement et ça protège de la majorité des attaques cyber que l'on peut voir aujourd'hui, y compris via d'autres vecteurs. Justement, on parlait de phishing, d'hameçonnage. Si on récupère des mots de passe d'utilisateurs, on ne pourra plus les utiliser sur des applications qui ne sont donc plus exposées finalement. D'accord, donc vous pouvez équiper des entreprises de petite taille, ça c'est le message, et aussi bien des géants du CAC 40, ça c'est tout à fait jouable. D'accord. Vous êtes une start-up, vous en êtes tout de votre développement parce que ça a l'air de bien fonctionner? Alors justement, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années au sein de Thales. Donc là, il y a quelques mois, on a fait notre spin-off, donc on est devenu une entité à part entière. On a pu justement travailler sur la recherche-développement lorsqu'on était au sein de Thales. Aujourd'hui, on a lancé la commercialisation. On cherche vraiment à accélérer le développement. Et d'ailleurs, on est en phase de recherche de fonds justement pour pouvoir accélérer le développement et pouvoir avancer sur des produits toujours meilleurs et qui peut s'adresser en tout cas au plus grand nombre. Bon, le message est passé. Guillaume Alexandre, je rappelle chimère.com. Chimère.eu. Chimère.eu. Justement, très on bien. est européen. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe Lionel et Guillaume Alexandre pour vos éclairages aujourd'hui. C'était passionnant. Je le rappelle, si vous recevez un SMS ou un mail vous invitant à cliquer sur un lien, n'y allez pas. Tout simplement, n'y allez pas et ne l'ouvrez même pas, ne cédez pas à la tentation. C'est vraiment très très important de le rappeler. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.